En France, on assiste à un double phénomène qui est paradoxal à plein d'égards. C'est qu'il y a de plus en plus de transparence, mais on observe une corrélation directe entre le degré de transparence et le degré de méfiance envers les politiciens. C'est-à-dire, plus il y a de la transparence dans la vie publique, en politique, dans tous les aspects du rapport que les Français ont par rapport aux politiciens, plus on sait de choses là-dessus, plus les gens se méfient des politiciens. Comme quoi la transparence, ça peut être une arme à double tranchant. Mais en même temps, à côté de ça, on a un autre phénomène qui est le fait que la transparence s'amenuise dans d'autres domaines. Ça inclut le domaine dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire le budget. Est-ce que c'est un manque de transparence qui est volontaire pour cacher certaines choses, ou alors est-ce que c'est tout simplement un manque d'information cruel, un manque d'information qui concerne autant les gens, autant la population, que les politiciens eux-mêmes. Et je penche plutôt pour cette deuxième éventualité. Je vous conseille de regarder... Alors, c'est une vidéo qui s'appelle Aide aux grandes entreprises audition d'Éric Lombard. Donc, Éric Lombard, qui est ministre de l'économie, il est interrogé par une commission sénatoriale. Quand je vous dis, j'arrête pas de vous dire que le Sénat, on n'en parle pas tant que ça, alors qu'en fait, ils font énormément de choses. C'est une audition qui dure 1h36, où c'est le ministre de l'économie ici, qui est directement, qui fait directement l'objet d'une commission. Et franchement, c'était très intéressant à regarder, mais assez épuisant. Parce qu'en fait, on ne comprend pas ce qu'il dit. Il tourne autour du pot. Alors c'est assez habituel dans les auditions où ceux qui en font l'objet ont quelque chose réellement à se reprocher. C'est qu'en fait, il tourne autour du pot, il ne répond pas aux questions, et il utilise une stratégie macronienne qui est très, 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 très efficace, parce qu'il est quasiment impossible de s'en rendre compte sur le moment. C'est qu'en fait, on lui pose une question, il répond, il donne l'impression d'être sur le point de répondre. Ils sont coachés pour ça, je le pense sincèrement. Il donne l'impression qu'il est sur le point de répondre et il embraye directement sur quelque chose qui est en cours. Ce qui fait que ce n'est jamais une réponse complète, mais ça n'est jamais une réponse qui nous mène à penser qu'en fait il ne répond pas ou qu'il évite la question. C'est très 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 habile. Franchement, il fait ça à chaque fois. Je pense qu'à certains moments de l'audition, ceux qui l'ont regardé pourront me le dire, à certains moments de l'audition, il donne l'impression d'être un peu, pas simplé, mais il donne l'impression de ne pas savoir exactement quoi répondre, d'être un petit peu, mis devant le fait accompli, alors que pas du tout. Hein. Et c'est ça qui est très inquiétant. Hein. La situation budgétaire de la France, à plein d'égards, est très 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 inquiétante. Et justement, on en parle dans cet article, budget 2026, les pistes du gouvernement pour trouver 40 milliards d'euros d'économie. Donc là, ça va, on est sur les délais du budget 2026 généralement. Le travail le travail est fait pendant toute l'année. Par contre, les négociations, les travaux parlementaires, en général, ils commencent réellement à partir de la mi-septembre. Et c'est en octobre que c'est enclenché. Et il faut que ce soit voté généralement pour que le budget soit disponible vers fin janvier. Même si ça fait des années qu'on n'est plus du tout sur ces délais. Alors, le gouvernement essaie de trouver de l'argent. Je sais exactement ce que les gens vont me dire. En fait, si je vous parle de certains aspects de l'économie française, on va me répondre deux choses. Il y a deux écueils dans lesquels les gens ont tendance à tomber quand on parle de l'économie, quand on parle du budget, des impôts, de la fiscalité en France. Numéro 1, c'est les gens qui disent il y a trop d'impôts, ce qui est complètement vrai, je vais vous le montrer après. Il y a trop d'impôts, trop de prélèvements, il y a trop de cotisations. La France, les Français sont trop taxés, les entreprises sont beaucoup trop taxées, etc. Donc c'est plutôt les gens de droite qui vont le dire. Et de l'autre côté, les gens de gauche vont dire que l'État français bénéficie aux plus riches. C'est un État qui est trop libéral. Il n'y a pas suffisamment d'argent qui est mis sur certaines choses. Il y a trop de coupes budgétaires. En fait, en prenant en prenant un minimum de recul, on se rend compte que ces deux choses sont complètement vraies et qu'elles sont très très loin d'être incompatibles. En fait, c'est ça qui est un peu désastreux quand on parle du budget. Hein. Les gens s'improvisent, et peut-être que j'en fais partie, les gens s'improvisent commissaire aux comptes de comptoir, et ce qui fait qu'en fait on passe à côté d'un très gros problème en France au niveau du budget, c'est la transparence. C'est le fait qu'on ne sait pas ce qu'il se passe, et les ministres eux-mêmes ne savent pas ce qu'il se passe. Bayrou ne comprend pas ce qu'il se passe, c'est pour ça qu'il a cette idée qui est démentielle. Référendum sur le budget.
Franchement, je savais que François Bayrou était la caricature du démocrate pro-Macron. J'étais très loin de me douter que c'était à ce niveau-là. Alors, on va revenir à cet article-là. En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à la France, c'est que enlevez de vos têtes tous les schémas, toutes les matrices explicatives idéologiques, économiques. Parce que l'économie n'est qu'une tribune pour exposer ses points de vue idéologiques, faut pas croire. Au niveau de l'économie, enlevez-vous cette idée, soit que la France est un pays communiste, ou alors que la France est un pays néolibéral. Les deux sont vrais, en fait. Enfin, pas communiste dans le sens marxien, mais communiste dans le sens socialiste, dans le sens où il y a énormément de dépenses, c'est une bureaucratie incroyable. La France fait partie des pays les plus taxés, la France fait partie des pays où on doit le plus payer de choses quand on lance son activité, la France fait partie des pays où la charge fiscale est la plus lourde, où les cotisations sont extrêmement lourdes, où quand tu es propriétaire, en fait, tu te fais plus d'argent sur ce que tu ne payes pas que sur ce que tu reçois, quand tu es propriétaire, qu'importe le type de bien. Et en même temps, la France est un pays qui n'arrête pas de créer des fortunes, de créer des milliardaires. La France est un pays qui échappe complètement à toute tentative d'explication économique au niveau idéologique. C'est impossible. On ne peut pas analyser la France de façon marxiste, on ne peut pas analyser la France de façon libérale. De toute façon, c'est fini. C'est fini. Toutes ces tentatives d'explication, en fait, elles sont complètement finies. Je dis pas que moi j'ai compris. Je dis juste qu'en essayant de comprendre comment la France est entre socialisme et libéralisme, c'est impossible. La France est l'extrême des deux en même temps. Et c'est ça qui est incroyable. D'où les inquiétudes du gouvernement. Donc on a François Bayrou qui a proposé de faire un référendum, on va y revenir plus tard. Mais il y a des pistes soulevées par le gouvernement pour trouver 40 milliards d'euros d'ici 2026. C'est pas gagné. C'est pas gagné. On est en juin, c'est pas gagné du tout. En amont de la présentation d'un plan pluriannuel de redressement budgétaire prévu depuis début juillet, le gouvernement cherche toujours à faire un vaste programme d'économie visant 40 milliards d'euros d'ici 2026 afin de ramener le déficit public à 4,6% du PIB. Ces stratégies reposent sur 4 leviers principaux: la dépense publique, les collectivités, la protection sociale et les recettes fiscales. Alors, c'est très important de garder en tête ce chiffre 4,6% de PIB, sachant que c'est un objectif. En réalité, la France n'a droit qu'à 3% de déficit par rapport au PIB. Et n'a droit qu'à, il me semble, 60%. Ça, c'est la règle de l'Union européenne. C'est le fait d'appartenir à la zone monétaire européenne. On n'a pas le droit d'être en dessus de 3% de déficit. Et en termes de dette publique, il me semble que c'est 60%. Les pays européens, généralement, depuis le Covid, ils s'en fichent complètement de ces règles. Et l'Union européenne ne fait rien pour que les pays l'appliquent, parce que c'est impossible. Vu la situation désastreuse des pays européens en ce moment, c'est impossible. Alors, on va revenir à l'article. Du côté de l'État, place un retour à une discipline budgétaire stricte. Les ministères devront justifier chaque euro selon une logique à base zéro. Hors défense, les budgets seront gelés, ce qui revient à une baisse en volume avec l'inflation, la réduction des effectifs par non-remplacement des départs à la retraite, le gel du point d'indice en 2026 et un possible allongement du délai de carence en cas d'arrêt maladie viserait à économiser 14 milliards. Une réforme des agences de l'État, dont un tiers pourrait être supprimé ou fusionné, est aussi à l'étude. Alors, on en vient à parler des fonctionnaires. Donc le fait de ne pas remplacer un fonctionnaire, le fait de faire des coupes budgétaires, tout ça, ça fait des décennies qu'on en parle. Ça fait depuis les années 80. Tout ce que je suis en train de vous dire là, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est depuis que la France existe, le problème principal, ce sont les dépenses de l'État. Je me souviens, les Capétiens avaient des problèmes de dépenses. Il y a eu des révolutions, des guerres, des crises entre la noblesse et la couronne qui concernaient les recettes de l'État. C'est tout le temps des problèmes de recettes. C'est depuis les Mérovingiens que ça existe, ce genre de choses. Alors, je voulais vous parler de ça sur le volet social et santé. L'effort pourrait... Bon, ça, c'est pas ce qui nous préoccupe le plus, disons que c'est pas le plus excitant. Le gouvernement envisage de réformer certaines prestations, revoir les modalités de revalorisation, blablabla. Voilà, on sent cette fameuse langue de bois qui est assez insupportable. La langue de bois qui émane de l'administration macroniste. Et on comprend que certains veulent des politiciens qui osent dire les choses, parce que là, avec le gouvernement actuel, franchement, c'est pas gagné.
Côté recettes, l'exécutif mise sur des ajustements ciblés sans hausse générale des impôts, reconduction possible de la contribution sur les très hauts revenus, suppression de 10% des niches fiscales, 8 à 9 milliards, renforcement de la fiscalité écologique, etc. etc. Voilà, ce genre de mots. Renforcement, on va revoir, on va reconduire, tout ça c'est du pur flan. Ça ne parle... Déjà, c'est du flan dans le sens formel, dans le sens où c'est des promesses, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Une niche fiscale... Pour ceux qui ne savent pas, une niche fiscale, c'est ce qui permet à certains de bénéficier de remises d'impôts. Ça permet, sous certaines conditions, que ce soit en termes de patrimoine, en termes de nature, de biens, en termes de plein de trucs, c'est ce qui te permet d'avoir moins d'impôts. Et les niches fiscales, il y en a énormément en France. Pourquoi est-ce qu'il y en a énormément ? Regardez-moi ce foutoir. 483 taxes, impôts, contributions et cotisations en France en 2021. Cet article, il est quasiment obsolète, hein. Là, on est en 2025. L'article, il est quasiment obsolète. Regardez, tout ça, toutes ces taxes, la France détient le record du nombre de taxes. Je suis pas en train de vous dire, oh mon Dieu, regardez, la France est un pays communiste. Non, je ne sombre pas dans ce genre d'écueil. Ça ne fait pas du tout avancer la discussion. 483 taxes, impôts, contributions et cotisations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un système qui est incompréhensible, même pour quelqu'un qui a étudié le problème, qui a étudié le sujet toute sa vie. Sur chaque impôt, il y a moyen de faire une thèse, hein, en finance publique ou en économie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans un système qui est incompréhensible. Après avoir vu l'audition de M. Lombard, le ministre de l'économie, après avoir vu ses interviews, notamment la désastreuse interview sur France Inter où tu avais 4 journalistes et éditorialistes qui étaient là devant lui, qui essaient de lui dire c'est quoi, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous comptez faire. Rien, impossible. Tout ce qu'on a, c'est nous travaillons sur, nous avons dit l'autre fois, franchement, c'est pas une langue de bois. Au bout d'un moment, ça devient quasiment du subterfuge. Ça devient de la poudre de perlimpinpin, comme disait l'autre. On est dans un système qui est incompréhensible à la fois pour les acteurs économiques et pour les décideurs. Même les décideurs ne comprennent rien à ce qu'il se passe. Si vous voulez comprendre à quel point c'est le bazar et à quel point la situation est inquiétante, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que même les politicards n'en savent rien. Sur cette audition-là, ce qui est aussi inquiétant, c'est où va l'argent, et c'est là où c'est inquiétant parce que les politiciens ne savent pas où va l'argent. Il y a un moment que je vous conseille de regarder, c'est dans les 20 dernières minutes, on a ce sénateur-là qui prouve par A plus B qu'en fait il y a des aides publiques, c'était le thème de cette audition, il y a certaines aides publiques qui vont à des entreprises et qui rémunèrent les actionnaires de ces entreprises-là. Est-ce que vous vous rendez compte déjà du fait qu'aucun manuel d'économie ne peut expliquer ce que je viens de vous dire, en termes idéologiques, c'est incompréhensible. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose ? Surtout que ce genre d'aide, ce genre c'est pour ça le Sénat a tenu à faire cette commission, puisque de base, donc après les 10-15 minutes de présentation de M. Lombard, on a eu les sénateurs qui l'ont dit... Ce que vous êtes en train de dire, c'est bidon. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a aucune transparence. On ne sait rien de ce qui se passe au niveau du budget. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très important de suivre ce que fait le Sénat. Et lui, il est là, nous, machin. Enfin, franchement, c'est pour ça que je vous dis que c'est assez épuisant à regarder. On ne comprend rien à ce qu'il dit. On ne comprend rien du tout à ce qu'il dit. Alors qu'il n'est pas... Monsieur Lombard n'est pas quelqu'un de stupide, hein. Il a fait HEC Paris, il a un profil il a vaguement un profil de banquier, on va dire. Mais voilà. Et c'est très très inquiétant parce que on se rend compte que tu payes des impôts, tu te prives d'une partie de ton salaire, d'une partie de ce qui t'est dû. Tu te mets peut-être en difficulté vu que peut-être que tu es victime d'une surcharge fiscale. Et ça sert à rémunérer des actionnaires. Donc en fait, l'argent est balancé à des entreprises qui sont extrêmement profitables, qui ne remboursent pas leurs créanciers, qui ne remboursent pas l'État, qui ne payent pas d'impôts, mais qui en mettent plein les poches à leurs actionnaires. C'est extrêmement inquiétant comme situation. Par rapport à ça, je voulais revenir à ça vite fait. Référendum sur le budget, François Bayrou peine à convaincre. Cet article est payant. Je voulais trouver... Parce que j'ai des accès, je vous l'ai trouvé ici. Il y a un paragraphe que je voulais vous lire. Donc on parle des objectifs de déficit de la France.
Sur le papier, je lis l'article, sur le papier, une telle cible ne peut être atteinte qu'avec des mesures fortes, en particulier des économies de dépenses. La France étant déjà l'un des pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde. C'est Le Monde qui dit ça. C'est pas Le Figaro ou un journal de droite, hein, c'est Le Monde qui dit ça. Or, la configuration politique avec une Assemblée nationale sans majorité empêche structurellement de prendre des décisions radicales et conduit plutôt à la recherche de compromis et à l'adoption de mesures correspondant au plus petit dénominateur commun. Le budget 2026 va être un cauchemar à préparer, avait résumé la porte-parole du gouvernement. Sur Public Sénat, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour faire des économies, constate aujourd'hui l'ancien ministre macroniste des Comptes publics Thomas Cazenave, et l'opposition brandit d'ores et déjà la menace d'une censure pour faire tomber le gouvernement lors du vote du budget. Alors, si ça arrive, s'il y a une motion de censure qui arrive à faire tomber le gouvernement au moment du budget, ça sera super drôle parce que moi j'aurai plein de trucs à vous dire. Mais en termes intérieurs par rapport à la France, ça sera super inquiétant. Ça ne va faire que... Ça va faire qu'empirer la situation. Mais c'est pas grave, je voulais vous le dire parce que François Bayrou propose de faire un référendum sur le budget. Quelle question? On sait pas. À quelle visée? On sait pas. Surtout que les gens s'en fichent. Ce que je suis en train de vous dire là, les gens s'en fichent généralement de le budget. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir l'espérance de ne pas mourir de faim. Voilà, c'est déjà très bien. Pouvoir disposer de ses biens, pouvoir disposer de ses ressources. C'est ce qui tracasse le plus les gens. Toutes les questions de budget, c'est typiquement le genre de questions pour lequel vous êtes là, messieurs les politicards, pour que les gens n'aient pas à gérer ça. Ce sont des sujets très techniques. Les gens s'en fichent, à part des journalistes qui font des articles dès qu'il y a une chose à dire, par exemple ça. À part ça, vers la fin de l'année, quand le budget est négocié, quand il y a toutes les discussions à l'Assemblée nationale autour du budget, à part pour des questions comme par exemple le 49.3, comme par exemple la question des retraites, comme par exemple les questions comme la question sur le suicide assisté, ce genre de choses, les gens, généralement, s'en fichent de ça. Donc, la seule conséquence, monsieur Bayrou, la seule conséquence à un tel référendum, ça serait un référendum pour ou contre le gouvernement. Ça serait un plébiscite, en fait. Ça serait un plébiscite. Et c'est pour ça que les gens autour de monsieur Bayrou ne veulent pas de ce référendum. On a Olivier Faure qui a rétorqué « Pourquoi organiser un référendum si c'est pour poursuivre la même politique de l'offre qui a conduit à alourdir la dette de 1000 milliards d'euros ou couper toujours plus dans les crédits de l'écologie, de la santé, des services publics ?» Je suis plutôt d'accord, pour le coup, on va faire un référendum pour, au final, qu'il n'y ait aucune conséquence, qu'on continue à faire exactement la même chose, parce que là, le problème, il n'est pas politique. Le problème est autant budgétaire qu'administratif. C'est-à-dire, on a une énorme administration, sans rentrer dans des considérations creuses comme des questions d'état profond et tout. C'est vrai qu'il y a un réel contre-pouvoir, mais là n'est pas la question. C'est qu'on a une administration tentaculaire, gigantesque, qui fait qu'il est quasiment impossible de se déplacer sur certains sujets comme ça, avec un gouvernement qui hésite et qui piétine et qui est aussi mou que celui de Horizon. Non, pas Horizon. De la majorité présidentielle. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Vous m'excuserez. On a aussi Laurent Wauquiez, LR, qui a dit « Il n'y a pas besoin de référendum pour savoir que les Français en ont assez des augmentations d'impôts. » La seule chose qu'on demande au Premier ministre, c'est d'avoir enfin le courage de s'attaquer au gaspillage de l'argent public. Là, ce qui me gêne, c'est qu'on a un Premier ministre qui tergiverse, qui cherche juste à gagner du temps et ne décide pas. C'est l'impression qu'on a. Alors, généralement, je suis assez méfiant vis-à-vis de ce genre d'hypothèse, mais pour le coup, je suis désolé, pas désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que les ministres et la majorité présidentielle à l'Assemblée et ceux qui le suivent au Sénat, je ne peux pas m'empêcher de ressentir je ressens vraiment comme s'ils piétinaient, qu'ils étaient paralysés par la peur. C'est exactement ce sentiment. J'ai l'impression qu'ils sont paralysés par la peur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas quoi faire. Et ils savent très bien, avec une majorité comme ça, en tout cas, tant qu'on n'a pas de dissolution, on est devant le fait accompli. On a une assemblée qui est, comme on dit, ingouvernable, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a une assemblée qui est extrêmement divisée sur plein de sujets, mais ce qui les rassemble, c'est le fait qu'ils détestent le gouvernement. J'ai l'impression que le gouvernement est paralysé. J'ai l'impression que y a un état en France, un état des choses qui ne va pas bouger parce que le gouvernement a peur de faire quelque chose qui provoquerait une motion de censure. Donc c'est je sais pas, on peut appeler ça comme on veut, un géant au pied d'argile. Je sais pas, mais c'est
pas du tout rassurant et ça explique pourquoi est-ce que le ministre de l'économie a une telle langue de bois. Il fait tout pour dévier les sujets de conversation quand on lui pose des questions importantes, des sujets de fond sur le budget. Je crois que c'est tout. Salut.